Donc nouvelle série chez Soleil, dans le même univers que la série des Elfes, dont le 11e tome vient de paraître avec un invité d'honneur en guest star, parce qu'on retrouve Redwin. Est-ce que tu peux nous donner un peu la base de cette série qui ne nous propose pas de suivre un personnage en particulier? Alors, Nain, voilà. Nain, vraiment, le personnage, c'est le peuple nain, là, pour le coup. Il y a un peuple, à différence d'Elfes, où il y a 5 peuples, une race, il ne faut plus dire race, hein, on va dire une ethnie. Pas des trucs polémiques. C'est ça, 5 peuples. Ici, on a vraiment un peuple qui est fédéré, qui a une culture, en fait, qui est suivie grâce à 5 castes particulières, 5 ordres. Et donc, ces 5 ordres, dispersés dans le monde d'Elfes, en fait, permettent au monde de nains d'avoir une certaine homogénéité où qu'on soit. Et donc, on va étudier on va avoir un roman, un album sur chaque ordre. Et chaque ordre est représenté par un personnage, donc Redwin, ensuite on a Ordo, ensuite on aura Harald. Donc on personnifie un peu l'ordre à travers un des personnages. Et voilà, et on découvre à travers ce personnage donc le peuple nain. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de repartir sur une nouvelle série des nains? Parce qu'ils ont quand même mauvaise réputation, mauvais caractère, bagarreurs. Bah, que des bonnes raisons. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est que des bonnes raisons. Je dis toujours, quand on fait un elfe, de l'humour on peut en faire, mais il faut que ce soit de l'humour un peu élevé, quoi. Alors un nain, ça dit prout quand ça veut, quoi. Non mais ouais, non mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que ça peut aller très loin dans la colère, très loin dans le scato, très loin, voilà. Tous les curseurs sont poussés à 110% par rapport à même nos propres vices, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Comment cette série s'articule-t-elle avec justement l'autre série Elf? En fait, assez simplement, on a un monde qui est assez vaste, on a une échelle pour voir, en fait c'est gigantesque, on a une petite carte comme ça, mais c'est gigantesque. Donc du coup, on garde les lieux géographiques, on garde tout ce qu'on a déjà créé, et par-dessus, on rajoute ce peuple-là en adéquation avec tout ce qu'on a déjà fait. Voilà, c'est un univers, on est en train de créer un univers, quoi. Donc c'est le même concept, si ce n'est que cette fois le scénariste ne change pas. Voilà. Ça fait quoi comme différence d'être seul aux commandes? On peut préserver une plus grande homogénéité d'un album sur l'autre. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire ça avec 5 scénaristes différents, parce que justement, on écrit le même peuple à travers des cases qui sont entremêlées les unes aux autres. Donc ça serait vraiment difficile de faire ça à 5 auteurs. Les elfes, comme chacun a son peuple, chacun a sa particularité, chacun a même sa géographie, localisé à un endroit, et voilà. On peut se permettre de chacun faire son scénario tout en respectant ce que font les autres. Là, ça permet vraiment de poser les bases d'un univers plus intriqué. Voilà. D'où vient tous les trois cette attirance pour l'heroic fantasy? Commence. Perso, moi, elle me vient du cinéma, avec la découverte du Seigneur des Anneaux. Donc, certes, je suis un peu jeune par rapport à eux, donc je n'ai pas le même background, mais moi ça vient de là, perso. C'est ce qui m'a motivé à faire ce boulot et à commencer par là. Moi personnellement, l'heroic fantasy, c'est pas ma littérature d'origine. Enfin, c'est pas ce qui était de mon univers quand j'étais môme, ce que je lisais quand j'étais môme. J'étais plutôt SF. L'heroic fantasy, moi je l'ai découvert via Jean-Luc à la base, et puis Sylvain Cordieri. Et moi, mes références, elles sont un peu plus anciennes, parce que j'ai un âge plus élevé que le gamin qui est à côté, à ma droite. Moi aussi du Frazetta, c'est plus la littérature, beaucoup moins le cinéma, je suis très peu au cinéma. Plus la littérature, les illustrations. Mais moi en même temps je suis un béotien en heroic fantasy, donc j'ai plutôt une tendance à réimpliquer des références historiques que après je manipule, que je change, ça me donne un vocabulaire que je change, ne serait-ce qu'au niveau des décors et des costumes. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je maîtrise entièrement l'heroic fantasy, je suis loin d'avoir une science infuse par rapport à ce genre. Alors, tu as évoqué Tolkien, c'est la référence, le maître étalon. Est-ce que quelque part c'est pas un petit peu agaçant de voir systématiquement les critiques, les commentateurs comparer ou faire une référence au Seigneur des Anneaux dès qu'on écrit une scène de bataille ou qu'on dessine un dragon? À chaque fois on a, tiens ça me rappelle telle scène de...
Agaçant, non, je pense pas. Moi personnellement ça m'agace pas du tout parce que grosso modo l'univers de Tolkien il n'a pas défini en lui-même l'heroic fantasy. Il y a bien d'autres auteurs qui ont travaillé ce genre avec des mêmes personnages, nains, elfes, autres, tout cet univers. Maintenant, il se trouve que le porte-voix du cinéma a fait que l'univers de Tolkien semble omniscient, alors qu'il y a d'autres choses qui ont existé avant Tolkien. Sans rejeter Tolkien, moi, avant le film, Avant le film, moi c'était un bouquin que je lisais, les 2 tours, que je lisais annuellement. La présence du film a asséché totalement l'envie parce qu'il y a eu un imaginaire visuel qui s'est imposé, et du coup moi ça m'a totalement asséché au niveau de la lecture. C'est vrai que j'ai pas relu. Et moi j'ai pas de référence par rapport à Tolkien, je pense que c'est plus les lecteurs, les jeunes qui ont cette référence là, maintenant les vieux comme nous. Parce que la référence est beaucoup plus tournée sur le cinéma que sur la littérature. Ouais, c'est la référence. C'est marrant parce que j'ai sorti mon premier roman qui a 20 ans, au moment où le premier film de Seigneur des Anneaux est sorti. Ça a eu un impact. C'était un petit bouquin, une petite édition. J'ai triplé mes ventes juste à la sortie du bouquin. Et c'est là où on s'est rendu compte que autant Tolkien, dans les mondes anglo-saxons, était très connu, autant en France, il est connu plus que par le biais du cinéma. Et du coup, les visuels, voilà, c'est devenu Tolkien, c'est-à-dire la fantasy, c'est vraiment la référence à ce niveau-là, quoi. Il a tout pris, quoi. Mais c'est pas tellement Tolkien, c'est surtout Jackson. Voilà, c'est Jackson, c'est l'imaginaire de Jackson qui a beaucoup influencé le lectorat et tout ça. En même temps, c'est pas une référence qu'il faut rejeter. C'est un univers qui participe de l'inconscient. Maintenant, il faut travailler soit en référence, soit en antinomie. C'est vraiment que la surface. Nous, on a beaucoup d'autres références à la fantasy, chez des illustrateurs de jeux de rôle, de jeux vidéo, trucs comme ça, visuellement, qui sont tout aussi importants que ce que tu as fait sur le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est le plus connu, c'est tout. Il reste encore des choses à inventer en heroic fantasy. Oui. Alors, ça dépend si on parle visuellement, si on parle inventer, je crois que c'est fini. Inventer des récits. Voilà, inventer des récits. Voilà. Parce que inventer un truc de A à Z, moi j'ai sorti une BD que personne n'a jamais fait, jamais personne n'y a pensé. Non, ça peut plus, c'est fini, c'est comme en SF. C'est-à-dire qu'on peut réinventer des choses, je crois. Voilà. C'est-à-dire à partir de ce qui a été fait, déjà, souvent, c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va travailler parce qu'à ce moment-là, il y a des choses un petit peu plus graves qui arrivent autour de nous et on va le retrouver à travers les albums. Enfin, moi, je sais pas, je travaille nain. Quand je travaille nain, j'ai envie de me dire, à chaque album, je dis qu'est-ce que j'ai envie de dire là ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à notre société ? Et du coup, ça me permet de m'amuser. Donc, effectivement, dans 20 ans, si on le refait, on aura autre chose à dire, quoi. C'est comme la SF. C'est vachement varié de fond. La SF a toujours été le pied de côté pour parler du présent. C'est une manière, et la heroic fantasy, d'une certaine manière, c'est la même chose. Et sur Tolkien, c'est aussi la même chose. Et on n'écrit pas la SF ou l'heroic fantasy dans les années 2010 comme on aurait pu l'écrire dans les années 80 ou même avant le 11 septembre. Il y a un impact sur la manière d'écrire parce qu'on est percolé par ce qu'on vit actuellement. Le monde devient plus dur, plus violent, il n'y a qu'à le voir dans les albums. C'est marrant parce que autour de moi, la famille, elle me dit mais tes anciens albums, ils étaient beaux, on les aimait parce que c'était un peu doux, c'était un peu machin. Je dis oui, mais si je sors un album comme ça, on va me dire ouais, c'est un album des années 80. C'est des bisounours. Puis on a vieilli aussi. Ouais, non, mais je pense que le monde est quand même vachement plus violent. Enfin, ce qu'on reçoit dans la face du moins est plus violent. Je sais pas si le monde est plus violent, mais le 7 janvier, oui, pas mal. Oui. Ces albums peuvent se lire tout à fait indépendamment les uns des autres. Est-ce qu'à un moment on verra les membres des 5 castes ensemble? Alors non, il y aura des recoupements. Il y aura des recoupements, par exemple Redwyn, qu'on va retrouver dans Elf, Ordo. En fait, on va retrouver ensuite chaque personnage qui ne sera pas mort. Dans l'album suivant, mais ça ne sera pas le personnage principal, c'est-à-dire ça va être un espèce de fil qui nous amène d'un personnage à un autre. On n'aura pas besoin d'avoir lu le tome précédent, mais voilà, ce personnage-là, alors par exemple si le personnage meurt, on aura son fils, on aura toujours un fil rouge qui nous amènera du tome précédent au tome suivant. Par contre, effectivement, on n'aura pas de recoupement, ou alors peut-être à un moment un album, on va dire hors série,
pourquoi pas, ça peut être rigolo. Mais souvent, ça se passe à des moments, à des époques différentes aussi. On ne voit pas trop encore là, mais il y a une genèse par rapport à Elf, et ça un jour, il faut le mettre à plat. Il y a des albums, on se situe des fois au niveau timing, pas au même temps, quoi. Donc ça va être difficile. Ou alors les faire vieillir, les faire rajeunir, ça devient compliqué. Dans le tome 2, on découvre une présence féminine qu'on n'est pas trop habitué à voir en fait, dans les récits sur les nains. Pourquoi avoir envie de créer ce premier rôle féminin? En fait, quand j'ai créé les nains, je connais la société, puis à un moment, je me suis arrêté, je fais les naines. Et j'ai bloqué maintenant une semaine. Parce qu'en fait, moi je suis très joueur, hein, la fantasy, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait du jeu de stratégie, du jeu de société, enfin j'ai tout fait. En fait, j'ai jamais vu une naine un peu sexy. Et les seules naines que j'ai vues, elles avaient un gros pif, ou dans Warhammer, on disait qu'elles étaient barbues comme les hommes. Tolkien, c'est la même chose. Enfin, Peter Jackson, voilà, on va dire, il a pas osé en... Il y a une référence, c'est Gimli qui en parle, mais à un moment. À un moment, il en parle, mais on les voit dans les Hobbits. Dans les versions du Hobbit, on voit des naines. Oui, on voit. Elles sont barbues, pour le coup. Ah, c'est ça, c'est bien partie. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dit, je peux pas mettre une naine barbue, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, pour qu'on s'amuse un petit peu, et voilà. Donc, en fait, j'ai fait très simple, hein. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peuple nain, et les femmes, elles ont eu de leur côté. Et puis, j'en suis venu à me dire, il faut vraiment que je crée un personnage un peu fort pour les mettre en place. Alors, là, c'est pas vraiment un premier rôle. Dans le tome 5, vous regardez la couverture du tome 5, là, c'est vraiment le premier rôle, c'est une naine. Voilà. Donc c'était un peu pour mettre en place justement ce monde-là. C'était important de mettre des naines. Et quand même bien mis en avant sur le tome 2, c'est quand même très agréable. Dans ces deux premiers albums, le point de départ, c'est un point de départ familial, une rupture assez violente à chaque fois. Est-ce que ces relations familiales très très fortes, en fait, de père et fils, sont très prédominantes dans la société des nains? Ou est-ce que c'est toi qui as envie de mettre en avant? Complètement. Ouais, c'est une société paternaliste, très structurée, très castrante. Vraiment, il faut rentrer dans le moule, et si on n'y rentre pas, on y tape un grand coup de maillet dessus pour y faire rentrer, quoi. Donc il y a cette ligne rouge qui va perdurer d'une façon ou d'une autre à travers les 5 albums. Parce qu'à travers le père, c'est aussi toute la société, tout le poids de la tradition, justement, qui est très fort chez les nains depuis le début des âges, quoi. Ils ont survécu grâce à cette tradition. Il faut voir ça. C'est un peu comme dans nos sociétés, hein. On n'est pas... certaines cultures sont plus violentes que l'autre, mais si on remonte assez loin, c'est parce que par tradition, s'il n'y avait pas eu cette violence, elles auraient disparu. Voilà, c'est un petit peu pareil pour les nains. Donc oui, il nous reste cette trace-là. Pierre Denis et Stéphane, vous avez chacun votre propre vision des nains, et moi j'ai eu l'impression à la lecture que ceux de Stéphane sont moins chevelus. Est-ce que c'est lié à leur différence de caste? Attends. À la base, elles sont moins chevelus. même si on n'a pas énormément suivi les consignes de Nico à la base, normalement dans les designs préparatoires au niveau des textes, il y avait un code chevelu sur chaque caste. Quand il dit Nico, il veut dire les designs de Pierre Denis, hein. C'est Pierre putain de bordel qu'il a fait. C'est-à-dire que Pierre Denis a fait la charte graphique et j'ai pas eu conscience de leur réduire les cheveux. Mais bon, ton personnage, c'est moi qui ai mis ça coupe de cheveux. Mais oui, c'est des interprétations. Alors maintenant, zut, alors que dire? Non, mais on a une vision. Alors la difficulté avec les nains, Nico peut en parler, c'est qu'au début, moi j'avais du mal avec les proportions. Il a fallu que je rame sec au niveau des proportions, parce que moi j'ai l'habitude d'avoir mes proportions morphologiques de Vinci, compagnie, enfin tout le bordel. Et donc animer un nain, c'est très compliqué. C'est des gens trapus qui ont des articulations fortes et qui peuvent ressembler vite à des tanks. C'est ça, avec une petite tourelle. Il y a eu un assassin qui saute un peu partout. Ouais, et moi j'avais un personnage qui était ultra dynamique et je pouvais pas en faire une sorte de Playmobil plus ou moins fixe. Donc il a fallu que je les élance un peu plus, que je les dynamise au niveau des articulations et tout ça. Et pareil, on parlait tout à l'heure de la naine, j'avais pas de référence. Comme on disait, des naines, c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de références. Angelina Jolie, 1m40. Oui, mais c'est-à-dire en version Photoshop, tu la tasses un peu. Et c'est très compliqué d'aborder des personnages qui ne sont pas dans l'imaginaire commun.
des personnages ultra dynamiques. Ce sont souvent des gens qui bougent. C'est ça. Et les faire sauter de toit en toit, il m'a fallu un temps d'adaptation pour la chose. Il faut garder le côté fort et apporter le côté fluide. Moi j'aime un peu comme les chimpanzés. Mon gorille, voilà, ce côté, voilà, mais avec le côté... Les bras bas. Donc 5 albums dans un seul univers. Quelle référence en tant que dessinateur est-ce que vous avez pour garder une unité justement à cet univers? C'est ma pomme. Je me suis occupé du design graphique des personnages, armures, armes pour les 5 albums. D'accord. Donc du coup, ils se sont tapés une sorte de bible. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on voit à la fin. On avait discuté avec. C'est ce qu'on voit à la fin de l'album en fait. On en avait discuté avec Jean-Luc. Petite charte qu'il y a là. C'est une petite partie de ce que j'ai fait sur les 5 albums. C'est un protocole. Avec chaque album à chaque fois. C'est un protocole qui est classique dans le dessin animé. C'est ce qu'on appelle la constitution de la bible graphique. C'est-à-dire que sur le dessin animé, il y a au grosso modo une vingtaine de dessinateurs qui font ce qu'on appelle les poses principales, le layout. Et on a tous notre référence de la bible graphique auquel tout le monde doit se référer. C'est-à-dire qu'il y a une part d'inventivité qui est dans la bande dessinée qui est plus large que dans le dessin animé, où le dessin animé, la part d'inventivité est quasi nulle. C'est parce que tout simplement on fait quelque chose de commun. Il y a plusieurs dessinateurs qui font quelque chose de commun et chacun apporte sa dynamique, mais pas sa créativité. Sur Nain, Pierre Denis a défini la charte graphique sur laquelle nous, on devait avoir cette référence-là. On avait discuté avec Jean-Luc par rapport à Nain, où il y avait parfois des interprétations qui étaient diverses sur des mêmes personnages. Par rapport à Elf. Et je lui avais dit, dans le dessin animé, le truc, c'est t'as une bible graphique, tout le monde s'y réfère. Après, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit une laisse qui assèche la créativité. Pierre Denis a donné des pistes et évidemment pas pu, et au niveau du timing, ne serait-ce que définir graphiquement tout l'univers, mais donc ça laisse des latitudes de créativité, mais on travaille sur une œuvre collective. Moi c'est mon côté marxiste. On travaille sur une œuvre collective, on accepte ce contrat-là, personne ne vient nous chercher avec un flingue, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans un imaginaire collectif et j'espère que j'ai respecté. Ouais. C'est à ce moment-là que Pierre Denis sort le fond, mais moi c'est ce qui m'intéresse. Et c'était d'autant plus important que Nain et Différence d'elle, c'était justement cette implication entre les 5 ordres et en un seul peuple. Et vu que chaque album on croise d'autres ordres à l'intérieur, même s'ils sont en arrière-plan, du coup c'était important qu'on puisse identifier ces ordres suivant leurs costumes, leurs armes et tout dans les différents albums, et qu'on tout de suite on se dise c'est référence à tel ou tel album. De la même manière qu'il y a une ligne de force, parce que ne serait-ce que par le fait que Nico gère au niveau du scénario l'entièreté du concept, il est important que graphiquement il y ait aussi cette ligne de force, même si elle n'est pas le fait d'un seul dessinateur, il est quand même important. C'est un univers qui a sa logique et sa logique interne, qui est définie donc par Pierre Denis. Et je trouve que c'est intéressant justement d'avoir cette certaine unité, ne serait-ce que stylistique, au niveau des tenues et tout cela, pour que ce concept-là d'univers, plus ou moins étendu, tienne. Bon, ça me semble essentiel. Qu'est-ce que vous prenez le plus plaisir à dessiner dans ces albums? Perso, je dirais que c'est les scènes de bagarre, de bataille. J'aime justement, moi, je prends beaucoup de plaisir à mettre mes nains en action et en mouvement. J'ai pas d'exclusive. Moi j'ai besoin de croire à l'univers dans lequel je suis. Donc j'ai toujours la tendance à me dire, si jamais j'avais la latitude, au lieu de tourner à droite, tourner à gauche, on passe sur un décor de cinéma où il y aurait un carton. J'ai envie, alors moi égoïstement en tant que dessinateur, que cet univers ait un certain réalisme, et donc de le rétrocéder au lecteur indirectement. J'aime tout. Enfin moi je fais ce métier là par plaisir. S'il y a un truc qui m'emmerde, je le fais pas. Donc,
non, moi j'aime apprendre des choses à la base, des choses qui me chafouinent au niveau du storyboard. Je me dis qu'il faut trouver un angle qui m'intéresse. Moi je suis en formation continue, moi, hein, donc, s'il y a un truc qui m'embête, c'est que je le prends du mauvais côté. Il suffit de le prendre du bon côté pour trouver du plaisir. Nicolas, comment s'est fait la répartition des scénarios sur le dessinateur? Tirage au sort. Non, j'essaie de m'en souvenir. En fait, ça dépendait. Par exemple, le tome 3, pour Paolo, je savais qu'il aime bien les dragons, il aime bien, voilà. Donc j'avais un scénario avec un dragon qui se balade. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas Demar, parce qu'il est là, il est lent, et donc on met au dernier. On l'a mis en dernier, voilà. Jean-Paul bonjour Nico. c'était l'avant-dernier. C'est ça. En fait, c'est à la fois par rapport au scénario, mais c'est aussi par rapport beaucoup au timing. Parce qu'on savait qu'on avait des fusées et des cargos, quoi. Donc, en fait, c'est... Ah bon? Donc c'était un petit peu comme ça, effectivement. Et comme Pierre Daine faisait vraiment la Bible, c'était lui, enfin, ça nous paraissait logique qu'il fasse l'ouverture. Donc voilà, ensuite au niveau timing, voilà. Ouais, mais je pense que c'est plus dans le chose, hein, c'est l'éditorial, voilà, c'est le créatif, c'est... Nico ne connaissait peut-être pas tous les dessinateurs, bon, c'est la première fois, non, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble, mais on n'avait pas une connaissance réciproque de trucs. Non. Je pense qu'il y a plus du... On est au début, hein. En fait, je suis avec Jean-Luc en général, on discute, il me dit tiens, voilà, par rapport aux opportunités, aux possibilités, et puis après ça se fait plus ou moins naturellement. Ça s'est fait un peu comme Elf, très facilement, c'est-à-dire que tout le monde a été ok, le casting a été fait super vite, et puis voilà, c'est vrai que ça s'est fait, quand ça se fait facilement en général, ça va bien. On ressent le plaisir derrière. Ouais, on s'amuse, donc on s'amuse. Bien, merci beaucoup à tous les trois, et puis longue vie au nain. Mais nous on peut crever, c'est ça. Ils ont une très longue vie justement, donc ça tombe bien. Bon, merci. Merci. Bon, nous on va se ruer sur la dédicace. Sur la dédicace. 3 minutes bon pour être courage. assis aux chaises. Ciao. Merci. Bon festival, si on s'en Merci. J'espère qu'on n'a pas trop bougé du cadre. D'habitude je me fais engueuler parce que je sors du cadre. Mais tu sors toujours du cadre. À tous les niveaux. C'est ça, exactement. C'est oublié. Allez, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Non, c'est celle-là, ouais. D'accord.